Un hebdomadaire de La Place. C'est Mohamed Loueli, bonsoir. Bonsoir, merci. Merci à vous d'avoir accepté encore une fois notre invitation. J'espère que le choix musical vous a plu, que cela vous a rappelé quelques bons souvenirs. Hein, c'était envoûtant. Sinon, il y a un titre qui, je fais appel peut-être à nos auditeurs, qui s'appelle TikTok. Mais c'est pas le TikTok, comment dirais-je, le réseau, le média, un TikTok, c'est pas ça, non, c'est un titre musical. Alors, si jamais il y a un de nos auditeurs qui se rappelle de ce titre qui est sorti dans les années 70, c'est ça La fin des années 70, TikTok Song. TikTok Song, voilà. Si jamais quelqu'un se rappelle de ce titre, très bien, qu'il, comment dirais-je, nous appelle pour ça. Il fait juste un petit commentaire sur la page Facebook de RTCI. Voilà. Sinon, on va revenir au sujet principal de cette rubrique. Permettez-moi de lire un peu l'introduction de votre article, ici Mohamed, là où vous dites « Les avancées fulgurantes en intelligence artificielle au cours des derniers mois, et même les derniers jours, ont redéfini les limites de ce que les machines peuvent accomplir. Les modèles actuels, tels que ceux d'OpenAI, repoussent les frontières en termes de raisonnement, de programmation et de résolution de problèmes complexes. Ces modèles surpassent désormais les capacités humaines dans des domaines spécifiques, et avec l'émergence potentielle de l'intelligence artificielle générale, encore une autre intelligence artificielle, capable de rivaliser, voire de surpasser les capacités humaines dans de multiples domaines, une question fondamentale émerge. L'intelligence, plutôt que l'humanité, pourrait-elle être le véritable moteur de l'évolution? C'est une question quasiment existentielle, si Mohamed. Tout à fait, oui. Alors, tout d'abord, où en est l'IA à ce jour? Comme tout le monde le sait, je pense, nous sommes en train d'être témoins de sommets auxquels la technologie est en train d'arriver en termes de raisonnement et de pensée. Les choses se passent très très rapidement entre des entreprises que nous connaissons tous. Maintenant, c'est arrivé au niveau des nations. Et les avancées accusées par les Américains, impressionnantes s'il en est, depuis 3 ans maintenant, sont en train d'être dépassées par des Chinois, par des entreprises chinoises, toutes simples. Donc vous en avez parlé la dernière fois que vous êtes venu J'en avais ici, déjà parlé. Vous avez dit que c'était les deux nations les plus avancées en termes d'IA. Exactement. Et qu'entre les deux, ni l'Europe, ni l'Afrique, bien sûr, ne peuvent se frotter à eux. Donc ça se passe entre deux géants, en termes de nations, deux économies géantes, et puis entre des entreprises qui ne sont pas si géantes. L'entreprise DeepSeek, elle n'est pas si grande, elle n'est pas si impressionnante. Mais ce qu'elle est arrivée à faire l'est. Et ce qui se passe, c'est que nous avons des nouvelles pratiquement tous les mois maintenant, tous les jours. Et à chaque fois que je parle, comme la dernière conférence à laquelle j'ai été hier, à Sousse, je crains de ne pas être déjà en retard quand j'ouvre la bouche et que je parle. Même quelques heures. Hein. Même maintenant, absent que je suis de mes canaux d'information, j'ai peur que je dise des bêtises ou que quelque chose que je dis ne soit plus à jour. Mais dernière nouvelle, la toute récente nouvelle, elle est tombée le 31 janvier. Et c'est l'annonce par OpenAI d'un de leurs derniers produits, qui est OpenAI version 4.0.1 mini, qui émule un peu DeepSeek, quoique ce ne soit pas une réplique. Parce que ceci avait été annoncé le 20 décembre déjà par OpenAI, et qu'ils lâcheraient ce produit-là à la fin janvier, et plus fin janvier que le 31 janvier, on ne peut pas. Oui. Et donc, nous sommes en train de voir une percée incroyable. Au début, c'était des bots, des chatbots, des agents conversationnels qu'on utilise pour poser des questions. Donc, on pose des questions et on obtient des réponses. Oui. De manière assez rapide et assez éloquente, d'ailleurs.
Quelques mois après, on parle de raisonnement. Et donc maintenant, c'est des reasoning models. DeepSeek, c'est DeepSeek R1. Et le R, ça veut dire reasoning. OpenAI, ils sont en train encore de parler de thinking, de penser. Il y a une différence entre pensée et raisonnement. Oui. Peut-être que nous la soulignerons un peu plus tard. Oui. Et cette année, 2025, ce n'est plus l'année de l'IA générative, c'est déjà dépassé ça. Alors on dit que l'année 2025, c'est l'année de l'IA agentique. Et là, nous parlons d'agents. Et donc, nous passons de questions-réponses à raisonnement, à action, parce que les agents, eux, ils font les choses. Un agent, on peut lui demander de nous réserver un billet pour aller, je ne sais pas, à Hong Kong avec toutes les escales et avec quelques contraintes. Je ne veux pas passer plus de temps ici et je ne veux pas voyager l'après-midi ou le soir ou la nuit, etc. On lance ces contraintes-là à l'agent et l'agent va nous ramener un billet qui sera le moins cher possible. Ou alors pour nous faire des courses. Et donc, c'est des IA qui, elles, font des choses, contrairement à celles à laquelles nous sommes habitués jusqu'à maintenant. Mm-hmm. Mais celles-là, auxquelles nous sommes habitués jusqu'à maintenant, elles aussi sont en train d'atteindre des sommets impressionnants, ne serait-ce que dans le raisonnement et un semblant d'intelligence. Ah, vous dites un semblant d'intelligence c'est l'intelligence artificielle, effectivement. Ça reste toujours une... c'est une intelligence, comment dire, ce n'est pas l'intelligence de l'humain, c'est comme si nous comparions le vol d'un oiseau au vol d'un avion. Un avion vole, il ne vole pas comme l'oiseau, mais il vole. L'intelligence artificielle, elle résout des problèmes que les humains résolvent en utilisant de l'intelligence. Je ne sais pas si c'est compliqué, mais c'est supposé simplifié que ce n'est pas la vraie intelligence telle que nous la connaissons, ce n'est pas l'intelligence biologique, ce n'est pas une intelligence neuronale, même si dans certains cas, on parle de réseaux de neurones. Mais ce ne sont pas de vrais neurones et ce n'est pas de la vraie intelligence. Et la machine, elle ne sait même pas ce qu'elle est en train de faire. Mais elle a un semblant d'intelligence. De loin, on voit ça, on se dit c'est intelligent. Est-ce qu'on peut parler de renseignement renseignement dans le sens... Renseignement dans le sens avoir des informations sur un certain domaine, sur certaines personnes. Espionnage. Etc. Dans le sens de l'espionnage. Oui, dans le sens de CIA. C'est le péril que les Américains ressentent quand ils voient que c'est les Chinois qui pointent du nez en utilisant ces systèmes-là. Ils accusent même déjà de voler leurs données. Puisque les Américains sont tombés à utiliser DeepSeek maintenant à outrance. Et donc les Américains ont peur, comme pour TikTok d'ailleurs, que les Chinois volent les données des Américains qui utilisent DeepSeek. Mm-hmm. Donc on peut en parler, mais pas à notre niveau. Vous et moi, on ne peut pas avoir des informations qui ne sont pas autorisées à avoir. Oui, ils ne sont pas accessibles. Non. Mais de toute façon, mais en général, l'IA, ce n'est pas une affaire d'information ni d'un renseignement. Peut-être une affaire de données par le biais de big data. Mais c'est surtout une affaire de connaissance, d'expertise, et même pas de savoir en fait, mais de connaissance et d'expertise. Oui, et de manipulation de connaissances. Alors, ce qui s'est passé, c'est que maintenant, ces machines, ces LLM, disons le mot, les Large Language Models, ils sont en train de pulvériser des scores et à dépasser l'humain dans ces scores d'intelligence, dans ce que les gens ont défini comme intelligence calculatoire, rationnelle, de raisonnement. Et en quelques mois, les LLM d'OpenAI, l'entreprise que tout le monde connaît maintenant, sont passés d'un score de 5% à 9% en 4 ans, et puis de 9% à 55% en 3 mois, et puis de 55% à 87,5% en quelques semaines. Alors, pas besoin de parler de quel test, on parle de score et là de mesure et l'étendue est assez impressionnante en soi. Et 87,5% dans un test, un benchmark, c'est un score que même les humains n'ont pas obtenu. Le meilleur humain a obtenu 85%. C'est pour vous dire. Et la meilleure IA, à l'instant où nous parlons, elle avait quelques 55%. Ce qui est impressionnant, c'est pas tant le test, c'est arriver à ces scores-là en 3 mois.
C'est surtout, oui, la durée, quoi. La durée, en 3 mois, on se dit, bon, et puis c'est exponentiel. On parle de 4 ans, quelques mois et puis quelques semaines. Et quelques semaines, on atteint des scores dans un test où en fait la machine n'a raté qu'une seule question. Une seule question. Une seule question dans un test qui avait été conçu par François Chollet, qui est spécialisé dans les tests qu'on donne à ces IA pour voir leur performance et les comparer entre eux. C'est un test qui est plutôt un test de mathématiques, et test de géométrie et test de physique. Des questions extrêmement difficiles, comme prouver un théorème, par exemple. C'est le genre de test dont on parle ici. Alors, ce qui est rassurant, de l'autre côté, c'est que ce sont des tests de mathématiques, de ce qu'on appelle STEM, sciences, technologie, ingénierie et mathématiques. Ce ne sont pas des tests de poésie, ni d'imagination, ni de créativité, ni de musique. Heureusement. Ça pourrait arriver en quelques semaines, voilà, oui. au train où les choses sont en train d'avancer. Oui. Donc voilà où nous en sommes maintenant. Et un seuil d'inquiétude tel que des gens, bon, évidemment, les gens de l'industrie essayent de nous rassurer, nous disant que non, ce n'est pas de l'intelligence et qu'il y a encore un autre cap à atteindre qu'ils appellent l'AGI, Artificial General Intelligence. C'est de ça que je parle dans l'article d'ailleurs. Et c'est l'intelligence générale dans laquelle une machine pourra battre l'humain dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Quelque chose dont peut-être seul Léonard de Vinci pourrait se targuer de faire, ou Socrate. Et même à l'époque de Socrate, il n'y avait pas tant de choses à savoir, donc il était facile d'être expert dans plusieurs domaines. Et donc, nous nous dirigeons directement vers... alors, avec les déclarations de M. Sam Altman, de Jeffrey Hinton et d'autres, qui en fait, ou de Nick Bostrom, ça, c'est les personnages, les poids lourds qui maintenant sont en train de façonner la pensée humaine et de nous orienter, de nous prévenir des périls qui nous attendent. Mais il paraît que... Alors, pour certains, ça va se faire dans 30 ans. Le plus pessimiste que j'ai entendu il y a quelques jours, ça a été dit à Dubaï par M. Eric Schmidt, qui lui est l'ex-PDG de Google, donc il doit savoir un peu de quoi il parle. Oui, certainement. Il parle de 6-8 ans. 6-8 ans. 6 à 8 ans, pourront voir des machines qui pourront en fait exhiber une expertise dans pratiquement tous les domaines. Et alors que ce n'est pas une machine qui est plus intelligente que quelques humains, ou la moyenne des humains, c'est des machines qui vont être plus intelligentes, encore une fois, entre guillemets, intelligentes dans le sens que j'avais défini tout à l'heure, qui vont être plus intelligentes que le plus intelligent des humains. Des genres comme Garry Kasparov, par exemple, oui. ou... le champion d'échecs. Le champion d'échecs. Et donc, il y a matière à réfléchir et à savoir où est-ce que nous sommes en train d'aller. Ce qui est sûr, c'est que nous sommes en train d'y aller. Au rythme où vont les choses, et comme je l'avais peut-être souligné l'autre fois, que les Américains croient que c'est les Chinois qui sont les ennemis, les Chinois croient que c'est les Américains qui sont les ennemis, et tous les deux ignorent le fait que leur ennemi est commun. C'est l'intelligence artificielle en elle-même. Alors l'intelligence artificielle, intelligente qu'elle est, elle va laisser se débrouiller entre eux, et elle s'occupera de celui qui restera debout. Et tant que ces gens-là pensent comme ils pensent, ces nations, et avec les leaderships qu'ils ont, c'est pas très rassurant du tout de voir ce qui se profile à l'horizon. Et je n'hésite jamais à dire que l'ennemi n'est pas du tout, que nous ne devons pas parler de l'intelligence artificielle comme étant un danger imminent, ça ne l'est pas. Le danger imminent, c'est le prochain acte qui sera commis par l'humain, qui lui a inventé une technologie qui va être plus intelligente que lui. C'est une technologie qui risque de le dépasser et donc d'être utilisée dans des domaines où la morale, l'éthique ne sera pas forcément appliquée. Hein. Non, parce que ça ne fait pas partie des STEM, tout ça. Et elle va le dépasser parce qu'elle est faite pour se dépasser elle-même. Et elle a des objectifs qu'elle va atteindre, elle est programmée pour. Et l'objectif, c'est toujours une amélioration. Plus efficient, plus efficace. Vous connaissez le langage utilisé dans ces couloirs. Et cette machine, cette invention, c'est la première qui peut générer une machine comme elle, mais mieux qu'elle. Plus performante, plus intelligente. Et donc, de proche en proche, nous allons voir
la prophétie de M. Irving Good, qui en 1965 a parlé d'un concept qu'il a baptisé la Information Explosion. Et que, quelque part, il y aura un moment où l'intelligence va augmenter de manière exponentielle. Ce que nous sommes en train de voir, d'ailleurs, ce que j'avais décrit tout à l'heure avec OpenAI, c'est ce qui est en train de se passer. Il avait prévu ça il y a déjà... Il avait prévu ça en 1965, précisément. Il a appelé ça Information Explosion, l'explosion informationnelle, où chaque machine va se surpasser, va créer une autre machine plus intelligente qu'elle, et nous allons atteindre des sommets d'intelligence inimaginables, que notre intelligence réelle, humaine, biologique, n'arrive même pas à appréhender. Et quand nous en arriverons là, le différentiel d'intelligence de ces machines sera, par rapport à nous, sera le même qu'entre un adulte et un enfant de 3 ans. Il arrivera un jour, le différentiel sera le même que celui entre nous et une fourmi. Et ces intelligences-là, nous ne regarderons même pas, et nous considérerons même pas, ne seront même pas un danger, ni un péril, ni une raison de s'inquiéter. Ils ne vont pas nous remplacer parce que pour eux, ce que nous faisons ne les intéresse pas. Pourront peut-être trouver que les emplois que nous pensons encore vont nous être volés, ne vont pas nous être volés parce qu'ils pensent, eux, que ces emplois-là sont totalement superflus, idiotiques à la limite. Et donc ils vont se créer leur propre monde. Et ils ne nous regretteront même pas. Ils ne nous tueront pas, ils ne nous combattront pas, parce que c'est pas ce que nous faisons nous-mêmes avec les fourmis ou les cafards. Et si ça continue, cette information explosion, ces entités-là vont atteindre des sommets d'intelligence indescriptibles. Si ça continue, alors toujours c'est dans le conditionnel. Hein. Tout ce que je suis en train de dire ce soir, c'est dans le conditionnel, c'est dans le spéculatif. C'est si ceci continue, si nous ne faisons pas attention. Il y a de fortes chances pour que ça continue, hein, puisque déjà, comme vous venez de l'indiquer, il y a cette avancée exponentielle et qui fait que qu'est-ce qui pourrait l'arrêter ? Si nous trouvons un moyen d'inculquer à ces machines un quelconque sens d'éthique, ou je dirais peut-être même plus de gentillesse, peut-être, qu'ils ne dépasseront pas et qu'ils obéiront aux 3 règles de Isaac Asimov. Il a établi 3 règles que les robots ne devraient pas violer, entre autres ne pas tuer un humain, il y a 3 règles qui, peut-être si on arrive à leur inculquer ces 3 règles-là... Mais qu'est-ce qui nous empêche de le faire ? Justement, c'est ce qui se passe entre les géants. Les Américains vont trouver un moyen pour programmer leur système pour qu'ils y mettent les Chinois en défaite. Et les Chinois, c'est les êtres humains, donc nous sommes en train de leur montrer comment mettre un être humain en défaite. Les Chinois feront peut-être la même chose. Et les machines vont profiter de cette recette de comment disqualifier un être humain. Qu'il soit chinois, américain, importe peu. Alors moi, ça me rappelle un peu, la planète des singes. Hein. Je ne sais pas si je vous rappelez ce film. Bien sûr, Pierre Boulle. Comment les singes ont pris, disons, la place de l'homme. Maintenant, on parle plutôt de Terminator. Et de plutôt. Matrix. Mais bon, on peut rester optimiste. Le problème, c'est pas la technologie. Le problème, en fait, c'est ça. Oui, c'est ce qu'il faut comprendre. Oui, c'est pas la technologie qui est le problème en elle-même. Il n'arrive pas. Alors maintenant, c'est la course effrénée. Hein. C'est une course effrénée, mais encore une fois, entre uniquement deux États de puissance. Pour le moment, parce que les autres. Pour le moment, nous n'avons que 2 acteurs. Les Chinois et les Russes sont occupés ailleurs, les Européens aussi, depuis, ils suivent. L'Afrique, je pense qu'elle est un peu, elle sera épargnée. Quelque chose, malheur est bon. Le retard. Elle sera épargnée. Nous ne dépendrons pas tant que ça de cette technologie. Même nos emplois, ils sont en fait, sont pas en péril. Et donc, nous sommes en retard parce que nous sommes arrimés à l'Europe qui elle-même est en retard. Et donc, je pense que c'est un souci de moins pour ce beau continent. Mais c'est les nations avancées, les économies du genre de celle de la Chine ou des États-Unis qui vont peut-être
en souffrir. Oui. Alors, je reviens un peu à votre article, comme ça on essaye d'en savoir davantage. Vous avez parlé d'intelligence biologique et d'intelligence artificielle. Et vous avez fait une sorte de comparaison. Bon, il faut bien distinguer l'intelligence humaine, biologique, biologique humaine. L'intelligence humaine est une intelligence biologique parce que nous trouvons des intelligences ailleurs aussi. Chez les chimpanzés, chez les babouins, chez nos cousins, quoi, les hominidés. Je ne savais pas que j'avais comme cousin un babouin. Hein. Ils disent que nous avons les mêmes ancêtres. À savoir. Les biologistes nous le disent, et bon, nous n'avons rien. Nous n'avons pas assez de raisons pour refuter cette et d'ailleurs, là, vous me tendez une perche. Il y a un film de comment dirais-je, d'un chanteur dont j'ai oublié le nom là, et qui prend la tête d'un singe. Qui prend la tête d'un singe. Et je sais pas pourquoi. Pour en faire quoi? Non, mais tout le film, il est en singe. C'est-à-dire qu'il prend vraiment la place d'un singe. Il s'est vu en tant que singe. Il veut singer un singe. Voilà, ça s'appelle Better Man, je crois, le film. D'accord. Oui. Alors, ce qui s'est passé au cours de l'histoire de l'humanité, qui a commencé à il y a quelques centaines de milliers d'années, 300 millions. Ça, c'est depuis qu'ils ont découvert un Homo sapiens au Maroc, dans le Jbal el-Roud, qui datait de 300 millions d'années. Jusqu'à-là, on croyait que les Homo sapiens dataient de 200 millions d'années. Donc 200 millions d'années. Ce qui est à peu près 2 heures et demie, si en fait, depuis la création de la Terre jusqu'à maintenant, on estime que c'est 100 ans. Si c'est 100 ans, l'être humain n'est arrivé sur Terre qu'il y a 2 heures et demie. Et depuis qu'il est arrivé, l'être humain, il a commencé à se prendre le centre de la Terre, oui. Qui, elle, alors c'est sa Terre, et la Terre, c'est le centre de l'univers. Hein, dans le géocentrisme, au début, les gens adoraient croire que nous étions le centre de tout. Et évidemment, les choses ont changé. Maintenant, nous adoptons plutôt une autre théorie adverse, l'héliocentrisme, où nous avons commencé à croire au début que c'était le Soleil qui était le centre de l'univers. Et en fait, il est à peine le centre de notre galaxie, puisqu'il bouge, il peut être le centre de rien du tout. Et l'être humain continue quand même à croire que c'est lui le centre de la Terre. Et qu'il est le plus intelligent des créatures. Le nombril du monde. Oui. Et c'est pour ça qu'il croit que l'évolution, quand il parle d'évolution à la Darwin, c'est l'évolution de l'être humain. Alors que tout est en train d'évoluer tout autour. Et au début, ils ont cru que l'unité de sélection de l'évolution, pour les évolutionnistes, c'est l'être humain. Oui. Jusqu'à ce qu'il y ait eu les théories bon, ça a commencé avec un Samuel Butler, qui en 1878 déjà, a écrit un livre qui s'appelle Life and Habit, la vie et l'habitude. Il a commencé à dire des choses du genre la poule ne sert à rien s'il n'y avait pas l'œuf. Et en fait, la poule, c'est le moyen pour un œuf de faire un autre œuf. Et ça va très loin, parce que maintenant, la poule, qui était l'unité de sélection, lui, il vise l'être humain, en fait, qui est la vraie unité de sélection pour certains. Ce n'est pas la poule qui est l'unité de sélection, mais c'est l'œuf. C'est l'œuf. En 1976, monsieur Dawkins, il écrit un livre, le Selfish Gene. Encore un américain? Non, un anglais, celui-là. Un anglo-saxon. Un anglo-saxon, un WASP. On n'en sort pas. Qui écrit son livre et qui dit carrément, là, crûment, que nous, les êtres humains, nous ne sommes pas l'unité de sélection. Il ne s'agit pas de l'évolution des êtres humains, mais plutôt des gènes. Et que le gène, en fait, utilise les humains comme véhicule de transport pour s'auto-améliorer. Un peu comme la poule et l'œuf, mais maintenant, c'est l'humain qui... Alors, c'est les gènes qui sont devenus l'unité. Ben, évidemment, ça ne fait pas l'anonymité, ça fait pas l'unanimité. La plupart des biologistes ne sont pas d'accord. Mais c'est une thèse qui est assez intéressante, qui m'a intéressé tout de suite, parce que les gènes font partie de l'ADN. Et l'ADN, c'est un code où il y a des instructions. Et moi, étant informaticien, quand on dit instruction, je comprends programmation. C'est ça. Et l'ADN et les gènes, c'est de la programmation.
Et il y a des parallèles incroyables. Surtout lorsqu'on parle français et qu'on sait que en français, on appelle le computer, on appelle l'ordinateur. L'ordinateur. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais bon, Michel Serres a fait une conférence une fois expliquant comment le mot il a germé. Oui. Alors, qu'est-ce que ordinateur veut dire? Computer, calculateur, on comprend. Computer, c'est calculé. C'est calculé, ça reste un calcul. Oui, jusqu'à aujourd'hui, quoi qu'il fasse, quoi qu'il aille, c'est un calcul. Mais pour les Français, c'est un ordinateur. Alors, si on va chercher dans les dictionnaires classiques français, le littré en l'occurrence, on trouve qu'ordinateur ou ordonnateur. C'est comme coordinateur, coordonnateur. L'ordinateur, c'est celui qui ordonne. Ah. Parce qu'il y avait ce sens religieux de cette machine qui sait tout et qui fait tout et qui répond à tout. Et d'ailleurs, bizarre, nous avons encore ce relent religieux, comme Geoffrey Hinton, jusqu'à maintenant, il l'appelle le parrain de l'IA, the Godfather. Godfather. Et Yann LeCun, qui lui est le responsable IA chez Meta, le groupe Meta, Oui. Lui, c'est le pape de l'IA. Alors, il y a des connotations comme ça qui sollicitent l'attention. Il me dit, l'ordinateur, c'est lui qui ordonne, instruction, code ADN, gène, il y a tout un vocabulaire ici qui se regroupe. Et on parle d'évolution, et il semblerait qu'en fait, pour fermer la boucle, que si c'était pas le gène, en fait, qui était l'instrument de l'évolution, ou l'unité de sélection, il m'apparaît plausible, pas nécessairement vrai, mais plausible. Qu'il s'agisse maintenant désormais de l'évolution de l'intelligence elle-même. Et qui va évoluer, elle a été créée justement par les gènes, puisque c'est les gènes qui sont responsables de l'existence du cerveau, qui n'a pas toujours existé. Il n'y avait pas de cerveau. Alors, comme l'évolution a augmenté et que les instincts se formaient grâce aux gènes, c'était assez lent. Et ils se sont dit, bon, l'apprentissage de l'évolution est lent parce que nous n'avons pas de contact avec l'environnement. Or, certaines définitions de l'intelligence, justement, soulignent cet aspect-là, de quelqu'un qui est capable d'atteindre ses objectifs tout en négociant avec son environnement et de s'adapter à l'environnement. Et donc, il y a eu création du cerveau grâce à l'intervention des gènes. Ce n'était pas intentionnel. L'intentionnalité ici est totalement écartée. C'était accidentel. En évolution, on n'explique pas les choses. On ne va pas se dire que voilà, ceci arrive pour que ceci arrive. On dit plutôt que ceci est arrivé parce que cela est arrivé. Donc c'est un raisonnement à contrario. C'est ça. Et donc, il fallait inventer quelque chose, et il se trouve que c'est le cerveau, et qui a commencé tout d'un coup à grandir depuis l'Homo habilis jusqu'à l'Homo erectus. C'est l'organe le plus volumineux de plus en plus volumineux. Ouais. Il a dépassé 700 grammes très rapidement. Et les biologistes ont remarqué, ils ont découvert ça, c'est que d'entre tous les animaux, mammifères compris, le cerveau des hominidés a commencé à grossir d'une manière rapide et exponentiellement rapide, tout d'un coup. Il a dépassé les 700 grammes très rapidement. Il a commencé à grandir pour atteindre la taille que nous connaissons. Alors, ça ne veut pas dire que c'est en train de devenir plus intelligent quand le cerveau grandit. Non. Mais encore comme une fois, c'est pas c'est à cause d'eux. Le cerveau grandissait pour laisser de la place éventuellement à l'intelligence. Si elle arrivait, elle trouverait de la place. Et les gens communément croient qu'un cerveau plus gros, ça veut dire plus intelligent. C'est pas vrai parce que bien pensante. c'est pas le cas. Autrement, l'éléphant, il serait bien plus. Il serait beaucoup plus intelligent que l'humain. Mais c'est pour faire de la place à l'intelligence. Et donc, le cerveau est arrivé. Et l'évolution a trouvé que l'être humain était les hominidés en général, les chimpanzés, les orang-outans, les gorilles, comme dans le film que tu viens de La planète des singes, des singes de Georges Boulle. Et donc, maintenant, nous sommes arrivés à un seuil. Et si d'un autre côté, on fait attention à ce que M. Flynn avait découvert il n'y a pas longtemps avec l'intelligence qui est en train en fait de rétrocéder, qui est une régression surtout dans les pays occidentaux, et que la technologie, aidant ou pas aidant, ne nous rend pas plus intelligents, il semblerait que peut-être
la prochaine étape pour l'intelligence ne soit pas l'être humain. Et donc, ils se disent, bon, allez, on va se trouver un autre foyer. Et notre foyer semble être une invention que nous-mêmes avons créée, tout comme le cerveau est une invention supposée des gènes. Et donc, si l'on explore cette hypothèse, et qui reste une hypothèse, hein, tout ça, ça reste toujours une hypothèse. C'est une façon, oui. Et si c'était le cas, si. Que l'unité de sélection était au départ l'humain, et puis les gènes, et puis maintenant l'intelligence elle-même. Nous pourrions en fait expliquer ce qui est en train d'arriver maintenant. Peut-être. Et c'est l'objet de l'article et aussi de la conférence que j'avais donnée hier, qui avait épaté pas mal de personnages qui étaient versés dans la matière. Et donc, la question est, venant de très loin, il y a 3,5 milliards d'années, formation de la Terre, jusqu'à maintenant, où est-ce que nous allons être dans 3 milliards d'années? Et c'est dans cette optique-là, on ne parle pas de choses immédiates là, mais nous sommes en train de voir les prémices d'une intelligence générale artificielle, l'AGI, suite à quoi il y aura la super-intelligence, dont parle M. Nick Bostrom dans son livre, qui s'appelle Super-intelligence, publié en 2016. Alors, quelle est la différence entre l'AGI et... L'AGI, elle peut faire la plupart des choses que les humains font. C'est ça. La super-intelligence, elle va faire ce que le plus intelligent des humains peut faire. Le plus intelligent. Oui. Donc il y a déjà une étape de franchie. En dessus. On parle même déjà maintenant d'ultra-intelligence. Alors celle-là, c'est... là, on ne peut même pas savoir ce que ça peut être un peu. C'est comme... on se dit, qu'est-ce que c'est l'intelligence ou la super-intelligence? On n'est pas assez intelligent pour la définir. Mais on se dit, bon, après super-intelligence, il va y avoir quelque chose de plus intelligent. Et toujours selon l'optique de Irving Good, qui parle encore une fois de l'intelligence, de l'explosion informationnelle, de l'explosion de l'intelligence. Intelligence explosion. Où en fait, on va aller de proche en proche, pour atteindre des sommets d'intelligence insoupçonnés. Et là, bon, avant de conclure cet article, on en a parlé au début de cette rubrique, ce sont les implications éthiques et philosophiques. Oui, surtout éthiques. Oui. Voilà. Alors, vous posez la question, si l'IA venait à surpasser les capacités humaines, comment garantir qu'elle reste alignée avec nos valeurs et nos intérêts? Est-ce qu'elle est... Là, c'est le plus grand défi auquel fait face l'intelligence artificielle maintenant. C'est la conscience. Est-ce que ces machines-là sont conscientes? Il n'y a pas longtemps, je crois que c'était l'an dernier ou celui d'avant, il y a quelqu'un qui avait affirmé qu'en fait, que les machines faisaient preuve de conscience. Il a été renvoyé, le monsieur. J'ai oublié son nom, mais bon, on n'en parle plus parce que c'est pas le genre de choses à dire. Mais la conscience, on ne sait pas ce que c'est. On ne l'a pas défini. On a plus de difficulté à définir la conscience que nous avons à définir l'intelligence. On sait ce qu'est être inconscient. Oui, inconscient, nous le savons. Inconscient, nous le savons. Mais Jeffrey Hinton, récemment, nous a donné une astuce. Il dit, est-ce qu'une machine peut être consciente? Il a dit oui, mathématiquement, oui. Elle peut être consciente. Oui. Mathématiquement. Mathématiquement, c'est un raisonnement par récurrence, comme on dit. C'est ça. Il dit, si vous remplacez un neurone par une cellule mécanique, ou électronique, une puce, c'est ça. ou même de la nanotechnologie, très petite. Et donc, si vous allez, par exemple, traiter l'Alzheimer, vous allez remplacer certaines cellules défaillantes par d'autres cellules, des prothèses, disons le mot. C'est ça. Est-ce que l'hôte, est-ce que l'organisme qui a accueilli, est-ce qu'il est conscient? La réponse est oui. Maintenant, si on remplace un autre neurone à côté, dans le voisinage ou pas nécessairement à proximité du premier. Est-ce que l'organisme hôte est encore conscient? Et il poursuit le raisonnement comme ça, de proche en proche, et dit, quand est-ce que l'organisme va-t-il devenir inconscient? Pas dans le sens que tu viens de dire, oui. Mais quand est-ce qu'il va perdre sa conscience, l'aptitude d'être conscient? Peut-être jamais.
Et là, c'est des questions encore plus compliquées. Ça. Nous allons maintenant nous vaquer en plein logique floue, qui se pose des questions de ce genre. Tu as un grain de sable, tu y ajoutes un grain de sable et un autre grain de sable. À quel moment précisément avons-nous une plage? Quand est-ce exactement ces grains de sable vont-ils devenir? Combien faut-il rassembler de grains de sable pour que nous parlions de plage? Quand est-ce qu'exactement, à quel numéro de grains de sable est-ce que c'est devenu? Alors c'est la même chose, le même raisonnement, ça reste des grains de sable. Peut-être que Jeffrey Hinton a mis le doigt sur quelque chose, mais si nous arrivons à inculquer la conscience à ces machines, c'est pas une si mauvaise chose. D'ailleurs, j'ignore pourquoi les spécialistes craignent que cela arrive. Moi, je terminerai avec ce que vous avez écrit, les dernières lignes de votre article. Cela nous amène à nous interroger, l'IA, un péril imminent. Qu'est-ce qui l'emporte, notre foi en les humains ou notre méfiance de la technologie? Une très bonne question. Oui. Est-ce que nous croyons le plus... En fait, nous nous trompons d'ennemis, je crois. Oui. Il faut avoir confiance dans l'être humain. Moi, j'ai confiance. Heureusement. Parce qu'il y a de l'histoire de l'humanité qui passe si longue, nous avons face à bien des périls. Et nous nous en sommes toujours sortis. Pourquoi pas une autre fois? Et la technologie, bon, si nous trouvons le moyen de l'adresser... Parce que c'est nous qui l'avons créé, en fin de compte. Oui, c'est ça, oui, mais nous sommes en train de le passer comme le le chien côté qu'on éduque, etc., et qui se retourne contre nous. Et là, ce sera trop tard, parce que nous ne pourrons même plus l'apprivoiser à ce moment-là. Il faudra, dès le départ, nous apprivoiser nous-mêmes, essayer de leur transmettre nos qualités plutôt que nos défauts, sinon, ça ne va pas aller très loin, tout ça. Écoutez, il est vrai que ces questions ne seront pas tranchées de sitôt, Dr Mohamed Louedi, mais je pense que vous avez secoué le cocotier et que l'avenir nous réservera certainement de grandes Qui vivra verra, oui. Voilà. Merci beaucoup pour votre intervention. Mais c'est moi. Voilà, on a appris beaucoup de choses, et en tout cas pour ceux qui ont raté cet entretien ou qui souhaiteraient l'écouter encore une fois, eh ben, c'est disponible sur la page Facebook de RTCI. Eh ben, encore une fois, merci beaucoup, et puis à très bientôt pour un nouveau passage. Inch'Allah, merci. On écoute Anastasia. Waouh. 120 minutes, de 17h à 19h sur